L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre généreux sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir sur Radio M dans l'entretien M. Mouloud Bakri, président de Energia, la branche énergie renouvelable du FCE, et managing director pour les énergies renouvelables dans le groupe TEL Dubaï. M. Mouloud Bakri, bonjour. Bonjour. Nous avons fini par mettre la main sur vous. Merci Voilà. pour cette invitation. C'est un plaisir. On est sur un sujet important, la transition énergétique, l'utilisation, le recours aux renouvelables, notamment pour la génération électrique. Un véritable enjeu d'équilibre économique, mais aussi un enjeu industriel et un enjeu d'emploi, un enjeu tout simplement d'affaires. On va pouvoir l'approcher comme ça. Pourquoi un groupe comme TEL, qui est une banque d'affaires, s'intéresse-t-elle à l'énergie renouvelable au point d'avoir un département énergie renouvelable et de vous avoir recruté, vous qui êtes quelqu'un qui avait une grande expérience dans le domaine, à la tête de ce département? Bonjour à tout le monde et les auditeurs. Tout d'abord, parce que quand on parle d'énergie renouvelable, que ce soit d'ailleurs d'énergie tout court, que ce soit une renouvelable ou non renouvelable, et quels que soient les domaines du renouvelable, il y a un grand volet structuration, il y a un gros volet levée de dette, de la structuration sur le long terme, et surtout quand on va être ce qu'on appelle un IPP, un producteur indépendant d'énergie, eh ben, il y a tout le cash flow à mettre en place, il y a les prêts à mettre en place, il y a toute cette structuration. Du project financing. Du project finance, et aussi quand on veut faire un consortium, en fait, vous avez un noyau au milieu qui est l'IPP, le producteur d'énergie, mais tout autour vont venir se greffer tous des contrats bilatéraux entre les sous-traitants, avec les love-takers, qui peut être la Sonelgaz ou l'opérateur système en Algérie, et les différents métiers qu'il y a en Algérie, entre les fabricants, les fournisseurs d'onduleurs, etc. Il y a tout ça à mettre en place. C'est vraiment un vrai travail de banque d'affaires. D'ingénierie financière, exactement, et comment monter tout ça pour que ça ait un sens financier, parce qu'après il y a aussi ce qu'on appelle la bancabilité. Il faut que le projet globalement soit bancable, c'est qu'un contrat sur 20 ans, des fois 25 ans, qui va régir tout ce conglomérat, tout cet écosystème qui doit fonctionner le plus parfaitement possible, et qui doit protéger à la fois le producteur et le consommateur d'énergie. Alors peut-être que nous, on ne l'a pas suffisamment vu, notamment à Radio M, dans cet espace qui discute depuis un moment de la transition énergétique et du programme de 22 gigawatts algérien, donc de renouvelables. On n'a pas suffisamment peut-être vu cette complicité, cette complexité, cette contrainte de la structuration financière des projets, et nous sommes restés un petit peu sur les décisions des politiques publiques, notamment les appels d'offres, etc. Est-ce que TEL est engagé déjà dans le financement d'un projet quelque part dans le monde de ce type? Non, pas encore. Pas encore, mais on est en discussion avec beaucoup de partenaires locaux et étrangers pour se préparer à structurer les énergies renouvelables en Algérie. Alors ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, notamment sous nos latitudes, au Maghreb, dans les pays arabes, etc., est-ce que ça obéit à ces règles-là? Est-ce qu'il n'y a pas eu des acteurs souverains, des acteurs publics en règle générale, qui ont déformé la donne en fonctionnant sur des deniers publics, et donc qui ont empêché cette approche qui est une approche fine, avec l'évaluation du risque, la bancabilité, etc. Alors, il y a beaucoup si on prend la zone MENA, donc les pays, on va dire, de la zone Moyen-Orient, Nord-Afrique, il y en a qui ont commencé depuis longtemps à travailler sur ces problématiques. Finalement, ça revient à quoi? Ça revient à travailler sur des projets, ce qu'on appelle bancables. C'est-à-dire un projet project finance, qui peut être renouvelable ou pas d'ailleurs, et comment faire pour que ce projet-là soit bien structuré, et les éléments, je dirais les denrées de base saines, pour qu'une banque étrangères puissent venir injecter de l'argent et s'y retrouver. Donc, c'est rassembler des bailleurs de fonds de qualité. Donc, je dirais, peut-être le leader dans toute la région, c'est peut-être la Jordanie, qui a commencé très très tôt. Et je peux vous dire que les premiers contrats ou les premières tentatives d'appel d'offres dans un pays comme la Jordanie étaient d'assez mauvaise qualité. Mais petit à petit, ils se sont fait accompagner par des IFC, des banques mondiales. AFC, la filiale secteur privé de la Banque mondiale. Exactement. Donc, toutes ces institutions-là. Et petit à petit, aujourd'hui, la Jordanie sort parmi les meilleurs tenders dans le monde, pas que dans la zone MENA, de très très bonne qualité. Un autre exemple que j'aime bien citer, c'est la Tunisie.
Tunisie, il y a quelques années, avait commencé des tenders, des appels d'offres, que les gens disaient « Ah, mais c'est pas bancable ». Et vous avez beaucoup d'opérateurs européens qui s'approchaient de dire « Ah, je peux pas soumettre parce que c'est pas bancable ». Aujourd'hui, la Tunisie vient de sortir 800 mégawatts de tenders à la fois sur l'éolien et le photovoltaïque qui sont entièrement bancables et qui sont regardés par on a les résultats de l'ouverture des plis. Ça vient de se lancer. Donc les gens n'ont pas encore soumis. On saura après si c'est bancable. On va attendre un petit peu. Oui, mais les gens sont déjà, tout le monde est en Tunisie en train de soumettre, et ça prouve qu'il y a eu un vrai travail de fond de fait. Alors pour en arriver à l'Algérie, on a quand même un modèle avec l'ouverture de 2002, la loi électricité, qui ouvre la possibilité à des IPP d'amener de l'électricité sur le réseau. Bon, à l'époque, c'était surtout de l'électricité carbonée. On a un modèle, c'est le take-or-pay, c'est Sonelgaz qui assure un prix à la livraison, qui prend la fourniture. On a AEC, qui est une joint venture qui a assuré. Il y a des acteurs étrangers qui sont entrés. Lavalin, le Canadien, par exemple, pour la centrale pour ne pas citer de Chechalane. Dessalement d'eau. Dessalement combiné avec dessalement d'eau. Est-ce que ce modèle, est-ce qu'on est resté coincé dans ce modèle-là? Est-ce que ce modèle est reproductible pour l'électricité solaire? Alors, c'est une très très bonne remarque, parce que les gens disent l'Algérie n'a pas d'expérience dans le modèle IPP. L'Algérie a une expérience. Et effectivement, le modèle dessalement d'eau est un très bon exemple. Donc, on a une base de travail. Est-ce qu'elle est complète pour l'électricité? Non, elle doit être adaptée. Il y a des adaptations à faire. Mais effectivement, c'est une très bonne base. Donc, on sait faire du project finance, on sait faire les garanties souveraines, qui dans ce cas-là sont, il me semble, la Sonatrach. Donc, il y a une base qui est là et on doit travailler là-dessus. Mais je veux dire, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est pas sorcier. On peut se faire accompagner par... On a eu, dans le sein du club Energia, nous avons plusieurs fois invité la Banque mondiale, qui nous ont fait plusieurs fois des exposés. Comment ils ont accompagné la Jordanie du premier jour jusqu'au dernier tender, l'Égypte, comment ils ont accompagné le Maroc, la Tunisie, et vous voyez, il y a une évolution. Et la Banque mondiale est tout à fait... Alors, ils veulent vraiment venir en Algérie. Plusieurs fois, on a eu des réunions avec eux. Ce n'est pas sorcier. Il faut qu'après... Je pense qu'il y a peut-être des aménagements de la loi de finances qui doivent peut-être opérer dans le futur et qui feront qu'on puisse faire un vrai contrat bancable qui puisse attirer les grands noms de ce monde, à la fois les énergéticiens, mais aussi les banques extérieures. Aussi les banques, on l'a très bien compris. Mais... Alors, nous, journalistes, on a tendance surtout à voir le verre à moitié vide quand on cible 22 gigawatts et qu'au bout de 5 ans maintenant, depuis le lancement du programme, je compte 2012, pas 2011, on est même à la 7e année, on en est à 400 mégawatts seulement de déployés. 400 mégawatts quand même, ça s'est fait sous quel régime de montage financier? Alors, les 400 mégawatts ne sont pas ce qu'on appelle de l'IPP, donc appel à investisseur, c'était de l'EPC, c'est-à-dire j'installe une ferme solaire, je suis payé, je fournis aussi 2 ans de garantie et j'ai envie de dire merci, au revoir. C'est ce qu'on appelle l'EPC. Donc c'était une tentative pour l'Algérie de rattraper vite un peu, entre guillemets, le retard. Ça a été fait très rapidement. C'était, je dirais, une tentative pour essayer d'apprendre le métier et d'apprendre le métier de la maintenance, etc. Mais ça a été fait, c'était du cash, c'est 100% equity pour utiliser un terme de banquier. Alors, on se rappelle très bien de ce que disait Nordin Boutelfab, ancien président directeur général de Sonelgaz, devenu ministre de l'énergie, un peu trop éphémèrement, je trouve. Mais bon, il disait... on a besoin d'avoir un retour d'expérience, d'évaluer les filières technologiques pour pouvoir prendre les grandes décisions stratégiques. Et il y a eu le fameux 4 gigawatts, l'appel d'offres qu'il a mis en place, qu'il devait lancer, qui n'est toujours pas lancé aujourd'hui. Est-ce que, Mouloud Bakri, vous trouvez chez vos interlocuteurs dans le gouvernement algérien que la question de l'arbitrage des filières technologiques est réglée? Par exemple, on ne fera plus de CSP, on fera surtout du PV. Alors, le CSP garde sa place. Si vous regardez le mix énergétique des 22 gigas, que je voudrais souligner quand même, c'est quand même un programme priorité présidentielle. On n'a pas beaucoup de pays qui depuis février 2016, mais on n'a pas ressenti le souffle de cette priorité. Voilà. Bon, après, on va revenir sur les raisons de la lenteur et de la non-exécution. Mais dans ce programme-là, dans les 22 gigas, vous avez, comme on dit, le PV qui se taille la part du lion, pour utiliser un terme que tout le monde utilise ici, 13 et quelques gigas. Et il me semble-t-il, il y a 2 gigawatts pour le CSP, et après, il y a de l'éolien, etc. Il y a même de la biomasse. Le CSP n'a pas été abandonné en Algérie. C'est vrai que le CSP, aujourd'hui, quand on regarde les prix du kilowattheure du CSP, la création d'emplois, le taux, combien on fait de local content, le contenu local, comparé avec du photovoltaïque, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est le cas de le dire. Si on regarde un peu le dernier rapport d'IRENA, qui est l'agence internationale qui donne les grandes tendances sur le photovoltaïque au niveau mondial, le photovoltaïque est admis par tout le monde le plus lucratif. On parle d'un chiffre, pour donner un chiffre, entre 30 et 45
emplois par mégawatt. Donc c'est pour vous dire, si on fait les fameux 13 gigas, on peut faire le calcul, et il me semble-t-il, c'est dans les 500, plus d'un demi-million de création d'emplois sur la filière. Le CSP n'a pas été abandonné. C'est vrai que le photovoltaïque a pris énormément d'ampleur. Là où je vois un danger pour le CSP, pour son existence future, c'est pas le photovoltaïque lui-même, c'est le développement très très rapide qu'il y a eu sur les stockages. Aujourd'hui, un des avantages du CSP, c'était aussi d'avoir de l'énergie d'appoint pour la nuit, du sel fondu, donc ce qu'on appelle exactement les sels fondus, le melting salt. Et donc ça permettait d'avoir 3 heures à 4 heures, c'est pas énorme, de stockage à des prix quand même assez élevés, mais avec un niveau de maintenance extrêmement complexe, des problèmes de corrosion, etc. Là, grâce à Tesla, grâce à des sociétés comme BYD, grâce à beaucoup de sociétés, il y a actuellement un engouement mondial sur trouver la meilleure solution de stockage, avec 2 choses. 1, le coût, et 2, la durée de vie. Et du coup, là, actuellement, on commence à voir les derniers appels d'offres de la Jordanie, ce n'est plus que du PV, c'est PV plus stockage. C'est vous dire que la technologie de stockage, bien... Il y a des gens qui vont dire que c'est encore pas mature, mais c'est suffisamment mature pour pouvoir le mettre aujourd'hui en application. L'Australie a lancé en septembre le premier 100 MW PV plus stockage aux bases de lithium. Il tourne aujourd'hui. Les résultats on peut avoir en ligne les résultats de chaque journée. Les résultats dépassent toutes les estimations qu'on avait fait avant de sauver. Donc ça, pour moi, c'est le danger du lithium, du CSP. C'est pas le photovoltaïque, mais c'est la capacité de stocker du lithium. De stocker. Alors, à base de lithium. Mouloud Bakli, le fait de réduire le risque de l'intermittence, qui est en fait le grand talent d'Achille de l'énergie solaire, ça peut changer la donne, parce que nous, les autorités algériennes, on sent, responsables du secteur, il y a une résistance, ce que j'appelle moi le lobby du carbone. Je ne me cache pas de le dire comme ça, c'est un peu normal. Sonatrach a travaillé essentiellement sur cela et voit son avenir surtout dans le carbone. Mais si les choses pouvaient bouger vite avec le stockage, le renouvelable, l'électricité solaire deviendrait vraiment aujourd'hui très performante et très compétitive. Alors j'ai envie de dire, pas tout à fait, je suis pas tout à fait d'accord. Le photovoltaïque tel qu'il est aujourd'hui est déjà extrêmement compétitif. Alors pourquoi on a un déploiement mondial, alors qu'on n'a pas encore le stockage, et on ne l'avait pas encore il y a 5 ans. Le vrai déploiement extraordinaire qu'on voit dans le monde, il est dû à une seule chose. C'est que l'électricité photovoltaïque, elle est pas chère, et elle est la moins chère dans les horaires de crête, que Crête Power, qui sont entre midi et 15 heures. Et c'est à ce niveau-là que les énergies fossiles, leur coût d'électricité est le plus élevé. Et c'est là où le photovoltaïque est le moins cher. Ça, c'est la donne qui a fait qu'il y a eu ce déploiement énorme aux Émirats, en Arabie Saoudite, qui a le même ADN que l'Algérie. C'est d'abord ça qui a fait. L'idée, c'est de dire comment je peux générer une autre énergie, mais qui me coûte beaucoup moins cher. Ça, c'est la première équation. Le stockage, c'est un peu, je dirais, la cerise sur le gâteau. Mais même si on ne réfléchit pas au stockage, aujourd'hui, si l'Algérie exécute le plan présidentiel, je le redis, si l'Algérie exécute le plan qu'on a de notre président, nous allons économiser des sommes énormes, des centaines de millions de dollars, et nous avons augmenté notre exportation de gaz. Déjà ça, rien que ça suffit pour dire qu'il faut qu'on y aille. On va se poser des questions sur le retard qu'a pris ce programme. On a prévu d'en parler, c'est normal, beaucoup de retard. Est-ce que ce n'est pas dû aussi, et peut-être même dans une large mesure, au fait que l'investissement dans la génération classique, donc du cycle combiné gaz, a pris de l'avance. On a même créé une usine General Electric à Batna en partenariat avec Sonelgaz. Il va bien falloir placer ces turbines. Et donc le programme de génération électrique par la filière classique est beaucoup plus avancé. Et donc on ne pourra pas mettre sur le réseau l'énergie solaire qu'on est en train de vouloir générer. Est-ce que ce n'est pas de ce côté-là que se pose le principal problème ? Aussi. Tout à fait, parce qu'il y a eu, comme vous dites, une grande inertie qui est déjà là sur la partie gaz, turbine à gaz qui est déjà là et qu'on ne peut pas supprimer du jour au lendemain. Il y a des contrats qui ont été signés à longue durée, il inclut la maintenance, et donc ça, effectivement, on peut pas le nier. Maintenant, j'aime bien citer des pays qui ont le même ADN que nous. L'Arabie Saoudite a récemment communiqué que, vu le prix du kilowattheure du photovoltaïque, ils ont l'intention d'arrêter les centrales à gaz. Donc on ne parle plus de mix, de venir rajouter du PV à de l'existant fossile, on parle d'arrêter, et ils ont un programme qui s'appelle Cost Reduction and Waste Management, c'est-à-dire réduction des coûts et réduction des déchets. Ce programme-là, là-dedans, ils ont dit, mais pourquoi je continue à brûler du gaz qui me coûte plus cher que le PV ? J'ai du PV qui est
entre guillemets gratuit, surtout si je le finance, et je peux avec ça augmenter mes recettes de gaz. Donc on est allé maintenant à l'extrême de l'acceptation du photovoltaïque dans la filière. Mouloud Bakri, vous êtes en train peut-être de préconiser au gouvernement algérien d'examiner cette possibilité d'abandonner à la fois le développement du réseau régénération électrique par le gaz et peut-être même de le démanteler en partie. Moi je propose au gouvernement algérien déjà d'augmenter le mix solaire, prendre goût au solaire, de développer la filière, développer ce qu'on appelle l'écosystème qu'il y a tout autour du photovoltaïque pour atteindre des prix les plus bas. Une fois qu'on a ça, c'est pas moi qui vais leur proposer, c'est eux-mêmes qui vont le proposer. Oui, on peut l'envisager effectivement comme ça. Basculer de l'EPC au IPP, de deux modèles d'affaires qui ne sont pas tout à fait semblables, on sent qu'il y a du mal à le faire. Il y a ce fameux appel de 4 gigawatts qui n'arrive toujours pas à sortir des... Est-ce que le fait d'avoir voulu assembler, mettre une conditionnalité, ceux qui vont les fournisseurs d'électricité solaire doivent en même temps assembler les composants en Algérie, donc faire d'une pierre deux coups, faire avoir un niveau d'intégration important. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a gêné la publication de ce cahier des charges avec la promesse d'un échec tel que ça a été un peu rapporté par certains experts? Alors, sur les 4 gigas, je vais répondre en deux temps. Il y a les 4 gigas et les autres projets qui sont en train de sortir. On en parlera après. Pour les 4 gigas, quand vous dites à un investisseur donné, je ne vais pas citer tout le monde, mais bon, ils sont connus dans le monde, un investisseur de dire tu me fournis une électricité la moins chère et tu me fais une usine, il va vous dire je ne sais pas faire, parce que c'est deux métiers différents. C'est comme si vous disiez à un dentiste d'être dentiste et de faire de la céramque. C'est deux choses différentes. Maintenant, de dire... On peut citer le modèle de l'automobile, c'est comme si on disait à un automobiliste d'être en même temps son propre équipementier. Exactement. Ça, ils ne savent pas faire. Mais nous n'avons pas les compétences pour... c'est une autre compétence, c'est deux choses différentes. On a voulu les assembler, on a repoussé tout le monde. Maintenant, ça c'est pour la partie... Maintenant, on peut dire à ces gens-là... si vous prenez algérien et que vous coachez le privé algérien, l'industrie algérienne, alors vous aurez des bonus sur le kilowattheure. Alors là, vous allez voir, tout le monde va revenir, tout le monde va essayer d'aller faire des M&A, des acquisitions fusion-acquisition avec les acteurs existants, voire coacher des gens, pour coacher le privé pour qu'ils montent en qualité, ils descendent en prix, ils montent en qualité. Ça, c'est possible. Mais de leur dire à eux, même d'être producteurs, c'est deux ADN qui ne marchent pas ensemble. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont venir développer des projets ici, pitcher pour avoir les marchés et s'appuyer sur le réseau local de production ? Je pense que naturellement, c'est ce qui va arriver. Bon, ça, c'est pour la partie 4 gigas. Mais bon, la partie 4 gigas, le gouvernement, parce que nous, on travaille beaucoup avec on a beaucoup d'allers-retours. Et je salue beaucoup à la fois le ministère de l'Énergie, Sonelgaz, Craig. Ils travaillent, je peux vous le dire, main dans la main avec les clusters qu'on a formés et les clubs énergents. Il y a vraiment une très très bonne communication. Nous sommes une seule équipe pour faire avancer le mix énergétique algérien. Moi, ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, quand ils vont lancer les 4 gigas, il va y avoir un bonus au kilowattheure. Ça, c'est le modèle indien, turc, mexicain. Si je prends Made in Algeria, mais ça va pousser naturellement un IPP, ce qu'on appelle un IPP, donc c'est ces grandes sociétés étrangères, à aller coacher, à aller faire une due diligence sur les existants et pousser, mettre la barre haute au niveau qualité. Un mot sur l'existant, vous avez appelé à libérer l'investissement du secteur privé dans le renouvelable. Vous trouvez que c'est suffisamment démonopolisé, il y a assez d'acteurs ? Pas suffisant. La production de panneaux. Oui, alors aujourd'hui, si vous prenez le programme de notre président, c'est 13 gigas à l'aube 2030. Faites une règle de 3, ça veut dire 1,3 gigas par an. On est loin de ça. Et il y a une capacité qui est en train de se développer. Je pense que le président du cluster en a parlé, qui sera autour de 400 mégawatts au début de l'année prochaine. Ce n'est pas suffisant aux yeux des 1,3 gigas. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'il y a les modules, donc ça c'est l'assemblage de panneaux. Il y a les câbles qui existent en Algérie. Il y a la structure de montage. C'est aussi un domaine où il y a très peu d'acteurs. Là, il y a vraiment un gap et qui peut être rempli par les existants, des nouveaux arrivants. Les onduleurs, pour moi, je ne vois pas trop de sens de faire l'assemblage d'onduleurs. C'est devenu tellement complexe. Maintenant, si on pousse l'onduleur en termes de... Si on regarde les dernières performances des derniers onduleurs, des top 5 dans le monde, ils ont poussé les performances tellement loin que même eux-mêmes, si vous prenez, je ne vais pas citer de nom, mais le numéro 1 mondial d'onduleurs que tout le monde connaît, eh ben, il ne fabrique pas ses onduleurs chez lui, il les fait en sous-traitance, comme Apple qui fait ses iPhones par des gens qui font que ça pour avoir un métier. Le segment principal de l'assemblage le segment principal en termes de contenu local, moi je vois le panneau, je vois le câble, bon ça existe déjà, ce qu'on appelle en anglais les mounting structures, donc les structures de montage. Après, voilà, c'est les principaux domaines que je vois. Et ce n'est pas farfelu d'avoir
introduit cette exigence de la Pas du industrialisation en Algérie. Pas du C'est tout. important que vous le disiez parce qu'il y a Pas quand même du tout. quelques experts qui, à votre place, ont dit que c'était peut-être un facteur d'éviction de Alors, l'investissement. Non, de dire que c'est le même investisseur qui lui-même fait son usine, ça c'est aberrant. Ce qui a un sens et qui est intelligent, c'est de dire, d'encourager un investisseur, dit si tu utilises le contenu local, tu auras un bonus. Ça, c'est le système turc. Système turc, grâce à ce bonus, donc si vous voulez, en Turquie, vous allez soumettre un prix de base, je dirais un chiffre, il est à 5 centimes le kilowattheure, mais on vous dit, si vous prenez vos panneaux chez un des 10 turcs qui sont considérés comme niveau benchmark, vous aurez 2 centimes de plus. Si vous prenez le cas, vous avez 1 centime de plus. Et donc ça, vous allez monter à 7-8 centimes, un incentive qui est parce que vous prenez local. Et donc, ce système-là, en Turquie, a créé 15 sociétés. 15 sociétés. Et l'État n'a rien, c'est pas de l'argent de l'État, c'est pas l'argent public, c'est des privés qui sont montés en production et montés surtout en qualité. Et souvent, ce qui se passe quand vous faites ça, vous allez avoir naturellement des Chinois, des Allemands qui vont venir dire je cherche un Algérien pour faire une JV, je vais faire mes panneaux en Algérie parce que je sais que je peux bénéficier par ailleurs d'un bonus kilowattheure. Monsieur Mouloud Bakri, c'était pas ça qui était prévu dans le système incitatif du cahier des charges dont on a eu quelques échos, celui des 4 gigawatts. Non, mais c'est toujours en discussion cette partie-là sur les 4 gigawatts. Par contre, sur les... Si vous voulez qu'on parle un peu des ceux qui sont lancés aujourd'hui, les 200 mégawatts prévus pour septembre, qui ont été annoncés par la CREG. Donc il y a deux, c'est pas deux lots, mais deux ensembles. Le 50 mégawatts qui est de l'EPC pour Sonalgas, c'est de l'hybridation de stations existantes. Donc ça nous a été disclosé plusieurs fois. Et donc là, on va parler de plusieurs centrales. Premier lot, donc 50 mégawatts, c'est de l'hybridation de centrales. Il y a des lots de 2 à 5 mégawatts, dont un qui est à 15. Ça, c'est de l'EPC. Vous venez, vous installez. Mais encore une fois, c'est pour l'industrie locale algérienne. Donc panneaux algériens, etc. Donc ça, c'est de l'EPC. C'est relativement facile à faire. Ça se fera obligatoirement avec des composants. Des panneaux algériens. En Algérie. L'autre volet, qui est les 150 MW, ça va ressembler au principe des 4 gigas, donc ça appelle investisseur, et vous allez soumettre non pas un prix du watt installé, mais un prix du kilowattheure. Vous allez vers un contrat de vente d'électricité sur peut-être 20 ans. Moi, j'ai poussé qu'il le fasse sur 25 ans pour que les prix puissent tirer les prix vers le bas. Et là, il y a des lots, je crois qu'il y a chaque lot fera entre... Si mes souvenirs sont bons, entre 5 et 10 mégawatts, total 150 mégawatts, et c'est pour l'industrie locale, l'investisseur local. Donc au-delà de l'industrie, etc., il y a un vrai travail de business modeling à faire par les banques d'affaires, comme telles ou autres, à accompagner les investisseurs qui puissent avoir le cash flow, le modèle, un contrat, etc. Il y a un vrai travail de learning, d'apprentissage qu'on doit mettre en place. Et ce qui a été dit plusieurs fois, c'est que 200 mégawatts, c'est phase 1. S'ils voient que, donc les autorités publiques, les pouvoirs publics, ils voient que ça marche, en prenant du panneau algérien, du câble algérien, etc., ils remettent la même mise au moins l'année prochaine. La même mise, mais pour qui ? Tout de même, parce qu'on a toujours ce sentiment que l'instance souveraine pense à développer une industrie publique qui continue à dominer ce secteur, parce qu'on a bien compris que c'était important, que c'est une industrie de demain, etc., avec des acteurs publics, Sonatrach, Sonelgaz. Dans le premier appel d'offres de 4 gigawatts, le FCE, à l'époque, c'était plein de la part congrue qui était laissée à l'investissement privé, 6%, je crois. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'au niveau du gouvernement, on a compris qu'il fallait débrider l'investissement privé, et ne pas aller dans cette démarche où l'acteur doit être un acteur nécessairement public qui lead le marché ? Écoutez, le 4 giga n'est pas sorti. Ma conviction, par les différents dialogues qu'on a eus avec le ministère, me pousse à dire qu'ils sont en train d'aller vers ce sens-là, à débrider un petit peu et aller s'ouvrir un peu plus vers le privé. Alors, on va finir sur quand même une question optimiste. Les coûts du kilowattheure du PV, du photovoltaïque, ont beaucoup baissé. Est-ce qu'on n'est pas en train d'approcher aujourd'hui le seuil qui fait que peut-être que demain, les appels d'offres ne vont plus faire référence à l'origine solaire ou pas de la fourniture électrique, parce que c'est en train de devenir très concurrentiel. C'est devenu 4 fois moins cher que le gaz. En Algérie, on pourrait gagner énormément d'argent avec ça. C'est devenu l'énergie solaire photovoltaïque est la moins chère de toutes les énergies, toutes énergies confondues. C'est là où il y a le plus d'investissement aujourd'hui. On parle de 30 trillions d'ici 2030. C'est quand même énorme. Donc oui, le photovoltaïque est en train de continuer à baisser. Et ce qui va encore se passer, ce que, à mon avis, va se passer, c'est que là, on parle de photovoltaïque donc pendant la journée. Le stockage est en train de s'améliorer en termes de qualité et de prix. Là, on va atteindre des prix qui vont être incroyablement bas. Et je ne dis pas que c'est la fin. On ne va pas passer sous le centime de dollar.
On pense qu'on va y être très Pour le très kilowattheure. vite. Pour kilowattheure. Déjà, sans stockage, on va y être, je pense, dans moins de 24 mois, vu les tendances des prix encore baissières. Mais avec stockage, vous rajoutez 1 centime et 1 centime et demi, et ça serait là. Par contre, ce que j'aime bien dire, très très important, pour avoir ces prix-là, il faut un écosystème. Souvent, on compare l'Algérie à l'autre pays, on dit nous sommes le 2e en Afrique parce qu'on a installé 400 MW. Le classement des centaines de mégawatts, c'est pas ça la référence. Pour moi, je dirais le jour où je serai content, c'est quand on aura développé l'écosystème, le système financier qui va avec, la fluidité de la logistique, fluidité des flux, les flux de devises, d'échanges, les gens qui gagnent de l'argent et de pouvoir rapatrier. J'allais vous poser la question. Tout ça doit être fluide, et ça veut dire qu'on aura réussi notre écosystème. À l'instar d'autres pays qui nous ressemblent, la Jordanie, le Mexique, qui aurait dit que le Mexique serait là où il est aujourd'hui, la Tunisie, c'est possible. On doit le faire. C'est la fluidité. Et je dirais l'Algérie, quand on regarde le classement, moi je lis même pas les classements basés sur des le nombre capacités installées. C'est meaningless. Ce qui a un sens pour moi, c'est création de l'écosystème et créer aussi un pôle en Algérie de connaissances, de connaissances fines de ce domaine-là. On se revoit après l'appel d'offres de septembre. Inch'Allah. Merci beaucoup, Mouloud Bakri. Merci de nous avoir rendu visite. C'est moi, mon plaisir. Au plaisir. Au revoir. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre généreux sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.